Aujourd'hui, on va un peu quitter l'Ukraine et on va se concentrer sur le Moyen-Orient parce qu'on a fait face, à mon sens, à l'un des plus grands coups diplomatiques de ces 20-30 dernières années, avec la rencontre entre Ahmed al-Shara, le nouveau leader syrien, qui est un ancien djihadiste, ancien chef de file d'Al-Qaïda en Syrie et aussi toujours actuellement le chef de l'organisation HTS, donc l'organisation qui a renversé Bachar el-Assad et qui était dans la poche d'Idlib depuis grosso modo 2016, et entre Donald Trump, le président des États-Unis. Tout ça s'est fait bien sûr avec l'intermédiaire de l'Arabie Saoudite et de la Turquie de Recep Tayyip Erdogan. Mais avant de continuer cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Donc si vous ne connaissez pas NordVPN, c'est l'un des plus grands et meilleurs réseaux VPN qui existent au monde. Et un VPN, ça sert à quoi? Un VPN, ça vous permet de, par exemple, quand vous allez dans un café et que vous voulez écrire un article, que vous voulez, par exemple, je ne sais pas, vous connecter à votre banque, de sécuriser votre réseau, parce que, par exemple, quand on se connecte à un réseau non sécurisé, on n'est pas à l'abri de se faire hacker par des groupes de cyber arnaques qui vont capter toutes vos données par exemple bancaire, et après acheter tout le catalogue Amazon avec votre carte bleue. Et aussi tout simplement d'un point de vue beaucoup plus ludique, un VPN vous permet de vous connecter par exemple au catalogue Netflix, je ne sais pas, par exemple des États-Unis pour regarder une série qui n'est pas en France, ou par exemple moi qui suis en Ukraine de me connecter au catalogue Arte, Netflix, etc. De la France parce que je n'ai pas accès à ça en Ukraine. Donc tout ça pour ça, c'est vraiment pratique. Donc si ça vous intéresse, cliquez sur le lien dans ma bio, c'est un lien affilié, et si vous vous abonnez, vous aurez plus de 50% de réduction, et ça permettra aussi de votre côté à soutenir mon travail et soutenir la chaîne. Et avant de continuer, je remercie NordVPN pour son soutien. Donc on a eu cette semaine la rencontre entre Ahmed al-Shara et Donald Trump, et surtout ce qui s'est passé, c'est que Donald Trump a annoncé la levée des sanctions américaines, et par conséquent ça va suivre avec les sanctions européennes contre la Syrie, et c'est un pays qui est asphyxié depuis pratiquement les années 80. Les premières sanctions ont commencé en 1979, ont bien sûr continué dans les années 2000 et encore plus dans les années 2010-2014 lors de la guerre civile syrienne. Et c'est un pays, moi quand je suis allé en Syrie après la chute de Bachar el-Assad en janvier 2025, c'est un pays qui est complètement ravagé par la pauvreté. C'est plus de 90% de la population qui vit sous le seuil de la pauvreté. Donc, en fait, la fin des sanctions a été accueillie avec énormément d'espoir et de joie par les Syriens qui sont comme on l'a dit, en embargo depuis plus de 30-40 ans. Et surtout, c'est la première fois depuis maintenant presque 25 ans, plus de 25 ans, qu'un dirigeant américain rencontre un dirigeant syrien. Et la dernière fois qu'un dirigeant syrien rencontrait un dirigeant américain, c'était Hafez al-Assad, donc le père de Bachar, qui rencontrait Bill Clinton, et depuis, il n'y a pas eu de rencontre. Donc c'est vraiment un coup de force extraordinaire de la part de Ahmed al-Shara, qui en moins de 2 semaines a rencontré aussi bien Macron à Paris que Donald Trump dans le bureau ovale à Washington. Ce qui est intéressant aussi de manière assez cocasse, c'est que Marine Le Pen avait insulté Macron en disant qu'il recevait des terroristes. Étant donné que Marine Le Pen est un peu pro-Trump, ce serait intéressant de voir si oui ou non elle va dire la même chose. Mais bon, ça c'est un peu mon côté taquin qui aime bien un peu titiller Marine Le Pen sur ses contradictions internes, et d'ailleurs pas que Marine Le Pen. Et en fait aussi maintenant ce qui est intéressant, c'est qu'on va s'intéresser plus à la vision méta-géopolitique. Pourquoi reconnaître la Syrie et du coup son leader et enlever les sanctions américaines? Et en fait, ça peut se comprendre par le travail très important de l'Arabie Saoudite auprès de Donald Trump, parce que je pense que, et c'est vraiment important de le prendre en compte, c'est que l'Arabie Saoudite est vraiment par excellence le partenaire des États-Unis, aussi bien au Moyen-Orient, mais je pense de plus en plus dans le monde, parce que je pense que le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman, a compris comment fonctionnait Donald Trump. Il faut donner des deals, il faut donner de l'argent, il faut donner des gages, il faut le flatter, et il faut faire le flanc-flanc, etc., etc. Et c'est pas pour rien, notamment, que la levée des sanctions contre la Syrie est arrivée à un moment où Donald Trump a signé avec l'Arabie Saoudite l'un des plus grands deals de défense de l'histoire des États-Unis, avec plus de 600 milliards de contrats qui ont été signés entre les deux pays. Et même d'ailleurs, c'est marrant parce que lors de la rencontre entre Donald Trump et Ahmed al-Shara, Donald Trump a dit qu'est-ce que je ne ferais pas pour ce gars en désignant Mohammed Ben Salman, à savoir vraiment que c'est Mohammed Ben Salman qui a poussé pour une normalisation des relations entre la Syrie et les États-Unis et la levée des sanctions. Et aussi dans la boucle, il y avait la Turquie de Recep Tayyip Erdogan qui aussi essayait vraiment de pousser dans ces directions-là. Et on peut se poser la question de savoir, en fait c'est intéressant parce que l'Arabie Saoudite et la Turquie de Recep Tayyip Erdogan sont vraiment pratiquement des ennemis structurels dans la région. Ils se battent grosso modo pour l'influence dans la région. Il y a eu des combats d'influence aussi bien en Libye à une époque, qu'en Égypte, qu'en Syrie, qu'en Palestine, etc., etc.
Mais pour une fois, les deux pays étaient relativement d'accord et on va s'intéresser un peu aux raisons qui ont poussé à ça. Alors pour l'Arabie Saoudite, c'est assez simple. L'Arabie Saoudite a envie de lever les sanctions contre la Syrie pour réinvestir dans la reconstruction de la Syrie avec une vision très simple, c'est de attirer la Syrie dans sa sphère d'influence, mais surtout de réduire absolument l'influence iranienne en Syrie. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis les années 2000 et même avant, il y a une très très forte influence iranienne dans la région, notamment au travers de milices. Et par exemple, typiquement, l'une des milices qui tenait au pouvoir Bachar el-Assad était la milice du Hezbollah. Alors, c'est une milice qui est au Liban, mais qui est directement financée par l'Iran. Et il y avait aussi, bien sûr, d'autres milices qui traversait. Et en fait, pour l'Iran, c'est assez simple parce qu'il y avait une volonté de la part des Iraniens de créer ce qu'on appelle le croissant chiite, donc une bande de terre qui permet d'avoir une forme de ligne logistique terrestre de l'Iran jusqu'au Liban pour notamment attaquer Israël via l'Irak et la Syrie. Donc la volonté des Saoudiens, qui sont bien sûr en guerre si pas direct, au moins idéologique et d'influence avec l'Iran dans la région, a pour vocation de reconstruire la Syrie pour avoir une mainmise dans une certaine mesure sur la Syrie, notamment au travers de ses investissements. Pour la Turquie, c'est plus ou moins la même chose. Il y a une volonté aussi de garder une forme d'influence sur la Syrie, et d'ailleurs il y a bien sûr des groupes armés soutenus directement par la Turquie qui sont dans la région de l'Euphrate, notamment la NS, etc. etc. Mais pour les Turcs, il y a aussi une volonté de stabiliser au maximum la Syrie. Parce que la Syrie et la Turquie sont des pays limitrophes, et la Turquie a toujours été le pays qui a absorbé le plus de ressortissants syriens lors de la guerre civile, et d'ailleurs toujours aujourd'hui, parce que, étant donné qu'il y a des sanctions, il n'y a pas d'horizon économique pour les Syriens, donc les Syriens en masse quittent le pays, et en général, ils passent par la Turquie, et ça a été vraiment un sujet de contentieux très important entre l'électorat de Erdogan et Erdogan, parce que la population turque, notamment sur les frontières, comme par exemple Gaziantep, en avait ras-le-bol tout simplement des immigrés syriens. Donc pour Erdogan, le fait de stabiliser la Syrie et de relancer l'économie syrienne, ça va permettre aussi de réduire le flux migratoire syrien vers la Turquie. Et aussi, il y a une volonté un peu de miser sur Ahmed al-Shara pour notamment une volonté de mettre à mal les groupes kurdes et aussi de limiter l'influence des Kurdes dans la région. Et notamment, il y a eu quand même un travail assez intéressant qui a été fait en amont à ce niveau-là, avec notamment des groupes kurdes qui ont rejoint HTS. Et là, on assiste actuellement à la dissolution du PKK, qui a été ordonnée par Öcalan depuis sa prison, qui est le leader historique du PKK, qui est un groupe kurde d'inspiration marxiste. Donc il y a cette volonté-là aussi, bien sûr, des Turcs. Et tout ça aussi, bien sûr, se fait au détriment des Iraniens, parce que, bien sûr, les Turcs ne veulent pas vraiment partager l'influence sur la Syrie avec, bien sûr, les Saoudiens. Et donc on va voir ça dans le futur, parce que pour l'instant, ils s'allient sur un principe de levée de sanctions, mais on va voir comment ça va évoluer dans leur relation par la suite. Mais les deux, en tout cas, sont d'accord pour limiter au maximum l'influence iranienne dans la région. Et tout ça laisse un autre acteur très important de la région dans une forme un peu d'échec diplomatique, c'est Israël. Parce que Israël contrôle des territoires qui sont internationalement reconnus comme étant syriens, notamment le Golan depuis 1967, mais aussi depuis la chute de Bachar el-Assad, l'armée israélienne a poussé un peu en amont et presque à quelques kilomètres de Damas. Bon, après, Damas et Israël, ce n'est pas vraiment des territoires très très éloignés. Mais ça pour dire que Israël se retrouve dans une situation assez compliquée, parce que c'est la deuxième fois que Benjamin Netanyahou est pris à revers par Donald Trump, qui favorise plus les Saoudiens que Israël. La première fois, c'était dans le bureau ovale où, grosso modo, Donald Trump a complètement surpris Netanyahou en disant « Eh ben, on va faire des négociations avec les Iraniens », alors que Netanyahou essaye au contraire de plus mener les États-Unis et Israël dans une guerre avec l'Iran, ce que refusent complètement les Saoudiens, d'où le fait qu'il y a un peu ce jeu d'équilibre qui est assez intéressant à ce niveau-là. Et la deuxième fois, c'est tout simplement une levée des sanctions contre la Syrie, parce que, ça va mettre à mal le projet d'extension de buffer zone, de zone tampon des Israéliens en Syrie, pour essayer de repousser au maximum la présence syrienne sur les frontières israéliennes. Et surtout, la stratégie diplomatique des Israéliens dans la région, c'est vaut mieux avoir un ennemi qu'on connaît qu'un allié qu'on ne connaît pas. Et en fait, les Israéliens ne connaissent pas Ahmed al-Shara, ne font pas confiance à Ahmed al-Shara, voient quand même son passé djihadiste comme étant un red flag énorme, et préfèrent au contraire contrecarrer au maximum l'émergence d'une Syrie forte. Pour Israël, c'est beaucoup plus simple de garder la Syrie dans une forme de marasme économique, politique, social, ethnique, etc.,
qui permet en fait à Israël d'avoir beaucoup plus de leviers de négociation, mais aussi de leviers d'action contre la Syrie, notamment par exemple en attaquant les entrepôts syriens, en poussant son armée dans la banlieue de Damas. Par contre, avoir un pouvoir fort, qui plus est reconnu par les États-Unis, ça met vraiment à mal la stratégie des Israéliens en Syrie. Qui plus est qu'ils n'ont pas envie de voir une mainmise trop importante des Turcs dans la région, mais j'avais fait une vidéo sur le sujet si ça vous intéresse. D'où le fait qu'ils favorisent beaucoup plus la présence des Russes dans la région, parce que encore une fois, vaut mieux un partenaire qu'on connaît plutôt qu'un partenaire qu'on ne connaît pas, c'est grosso modo ça l'idée. Et surtout, et c'est ça qui, je pense, va vraiment structurer le futur des relations diplomatiques entre aussi bien les États-Unis, l'Arabie Saoudite et Israël, c'est la grande question des accords d'Abraham, parce que dans les contreparties de la reconnaissance de la Syrie et de la levée des sanctions par Donald Trump, Ahmed al-Shara a accepté pas mal de choses, notamment le fait de rentrer dans les accords d'Abraham, donc en gros rentrer dans une forme de normalisation des relations avec Israël, mais Ahmed al-Shara n'a pas de levier de pouvoir ni de négociation dont est obligé d'accepter. Il a accepté aussi, bien sûr, la construction d'une Trump Tower à Damas. Il a accepté un deal aussi sur le gaz qui est sous contrôle kurde, donc on va voir ce que ça a donné. Mais le gaz et le pétrole syrien, un peu sous le modèle du deal des minerais rares de Zelensky. Mais de l'autre, il y a l'Arabie Saoudite et il y a cette phrase, et on va conclure là-dessus, Donald Trump qui demande à l'Arabie Saoudite de rentrer dans un rapport de normalisation avec Israël au travers des accords d'Abraham, mais il a dit, vous faites ça en votre temps, prenez votre temps, nanana, etc., etc. Mais ça va poser une grande question, qui est la question de Gaza, et c'est là où on va vraiment rentrer dans le dur du sujet, c'est étant donné que Mohamed Ben Salman a beaucoup plus l'oreille et l'intérêt de Donald Trump que Netanyahou, parce qu'il ne faut pas oublier que les relations entre Netanyahou et Donald Trump ne sont pas très bonnes, hein, ce serait faux. Alors bien sûr, il y a des lobbies pro-sionistes très importants aux États-Unis comme EPAC, mais Mohamed Ben Salman est quand même beaucoup plus dans les petits papiers de Donald Trump que les Netanyahou, et il pourrait complètement influencer la politique américaine vis-à-vis d'Israël et de Gaza et forcer la main à Israël pour notamment arrêter ses opérations contre Gaza et même, dans une certaine mesure, reconnaître un État palestinien. Et seulement à partir de là, l'Arabie Saoudite pourrait accepter de facto et de jure de rentrer dans des relations diplomatiques avec Israël. Et du coup, on peut résumer plus ou moins par ça que l'Arabie Saoudite a réussi un coup de maître depuis d'ailleurs assez longtemps, de s'imposer comme un partenaire décisif de l'Amérique au Moyen-Orient. Bon, ça remonte déjà au pacte de Quincy en 1948, hein, mais a réussi à réacter son rôle essentiel en tant que partenaire et est en train de faire de l'ombre à Israël qui est en train de perdre de plus en plus d'influence aux États-Unis, au détriment, bien sûr, de l'Arabie Saoudite. Mais bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.